Bonjour, il est 13 heures et bienvenue à ce webinaire sur accroître l'impact d'une fondation. Ce webinaire s'inscrit dans la plateforme l'innovation territoriale en action. Pour mémoire, cette plateforme a été lancée conjointement avec la Caisse des dépôts, le Commissariat général à l'égalité des territoires et le groupe La Poste le 24 décembre dernier dans une phase test durant un an pour mettre à disposition de l'ensemble des territoires toute la capitalisation qui a pu être faite sur le programme de recherche co-construction territoriale. Et nous avons structuré cette plateforme pour répondre aux 7 besoins que les territoires nous avaient fait remonter. D'abord, comment qualifier une innovation, comment comprendre son écosystème, comment définir sa stratégie, comment transformer son modèle socio-économique, apprendre à faire alliance, évaluer la pertinence de son action et puis comment accélérer grâce au numérique. Et d'ailleurs, cette plateforme, l'innovation territoriale en action, est un des exemples de la façon dont on peut utiliser le numérique pour finalement partager et déployer plus largement l'ensemble des éléments. Et il nous a semblé important, au-delà de mettre à disposition l'ensemble de ces outils qui ont été concrètement testés, d'ailleurs avec plusieurs d'entre vous auprès des territoires, de pouvoir associer à cette plateforme une série de webinaires. Et pour certains d'entre vous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour plusieurs webinaires. Nous en sommes au 10e et celui-ci a pour particularité de cibler non pas une des grandes questions, mais finalement un des acteurs, un peu comme nous l'avions fait sur la place des entreprises en août dernier. Aujourd'hui, c'est comment finalement les fondations se positionnent sur cette question de l'innovation territoriale et comment est-ce qu'elles peuvent accroître leur impact d'intérêt général sur cette dynamique. Nous sommes très heureux, cette fois encore, que vous soyez nombreux de l'ensemble des territoires, à la fois de métropole, mais aussi d'outre-mer. Et je salue tout particulièrement nos amis de Guyane qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, pour traiter finalement cette question, il est intéressant spécifiquement de regarder le rôle des fondations. Puisque, en fait, on voit bien que dans cette transformation que nous sommes en train de vivre, où on a à la fois un accroissement des besoins et une raréfaction des ressources, il y a un acteur qui joue un rôle de médiation extrêmement intéressant, qui est l'acteur fondation. Et finalement, qui a à la fois une légitimité et des contacts avec les associations, avec les entreprises, avec les acteurs académiques, et puis bien évidemment avec les collectivités territoriales. Et c'est en ce sens qu'il nous semblait particulièrement intéressant de focaliser ce webinaire sur finalement quelle est la place des fondations, quelles en sont aujourd'hui les caractéristiques qui font en sorte que innovation territoriale et fondation se rapprochent. Un point très important, vous savez que nous tenons bien évidemment à travers ces webinaires à partager non seulement nos travaux, mais aussi les points de vue des partenaires avec lesquels historiquement nous travaillons sur ce sujet. Et je suis particulièrement heureux que Jean-Marc Postras, le délégué général du Centre français des fonds et fondations, ait accepté de co-animer avec nous ce webinaire, puisque effectivement, depuis 2008, nous cheminons ensemble, le Centre français des fonds et fondations et nous-mêmes, sur cette question de l'implication des fondations en territoire, et notamment depuis que, en 2008, le Centre français des fonds et fondations a identifié l'émergence de ces fondations territoriales, concept né outre-Atlantique et particulièrement au Canada, et dont on a vu en une dizaine d'années se développer particulièrement sur le territoire français. Alors, une fois cet élément de contexte reposé, finalement, quel cheminement allons-nous avoir ensemble cet après-midi? Nous allons avoir d'abord les enjeux, les pratiques des fondations. Nous allons rappeler ce que nous avons vu lors de l'étude 2017, l'étude enjeux et pratiques des fondations que nous avions menée en partenariat avec le Centre français des fonds et des fondations et qui était la deuxième étude réalisée après celle en 2013 et qui avait pu voir les évolutions en 5 ans.
il n'est pas impossible que l'année prochaine, nous ayons une bonne nouvelle à vous annoncer sur le renouvellement de cette fondation, mais pour l'instant, de cette étude, mais pour l'instant, nous sommes sur des chiffres de 2017 et Élydie Julien, directrice de la recherche au sein du Rameau, redonnera finalement le cadre de ce sujet. Après, nous verrons finalement quelle est l'évolution de l'écosystème. Quels sont en 2019 finalement les grands temps et les grandes questions qui ont marqué cette année et qui fait en sorte que peut-être plus que jamais, les fondations sont à la manœuvre pour réfléchir. Le cercle Fondation d'Avenir qui s'est réuni la semaine dernière à la Fondation AgroParisTech a redonné un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants et vous aurez la primeur de certains niveaux de réflexion que nous avons sur cette question-là. Et puis, nous aurons, troisième temps, plus ciblé sur l'actualité des fondations, le plaisir d'avoir donc le témoignage de Jean-Marc Poitras qui nous dira finalement de son point de vue du centre des fonds et des fondations quelles sont les grandes actualités, quelles sont les questions aujourd'hui que les fondations se posent et notamment bien sûr avec un focus sur la question territoriale puisque vous êtes des acteurs de territoire et que cette question de comment est-ce que finalement les fondations peuvent appréhender cette question est une des questions qui sera abordée. Mais vous verrez, l'actualité des fondations est largement plus large que ça et ça sera intéressant de voir combien ce secteur est en bouillonnement actuellement pour savoir comment augmenter son impact, comment être encore plus près des besoins et notamment, bien évidemment, des fragilités des personnes et des territoires. Et puis, dernier point, bien évidemment, comme chaque webinaire, pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous aurez un petit panégyrique de ce que vous trouvez sur la plateforme L'innovation territoriale en action pour vous aider à mieux appréhender cette question des fondations et comment les fondations aujourd'hui œuvrent sur les territoires. Mais avant cela, encore faut-il comprendre finalement les spécificités des enjeux et des pratiques de ces fondations. Qui sont-elles? Comment est-ce qu'elles se positionnent? Élodie Julien, merci de nous donner cet éclairage. Merci beaucoup Charles Benoît. Alors effectivement, on souhaitait vous donner les principaux enseignements de l'étude qu'on avait menée conjointement avec le CFF en 2017. L'objectif de cette étude, c'était bien de comprendre quels étaient les enjeux des fondations à l'époque et leurs pratiques, notamment de soutien vis-à-vis de leurs structures bénéficiaires. Donc, on s'adressait principalement aux fonds et fondations qui avaient un rôle de redistribution. Alors déjà, juste pour introduire quand même le profil des répondants, on a eu 50%, donc la moitié des répondants qui étaient des fondations redistributrices, un peu plus d'un tiers qui étaient à la fois redistributrices et opératrices, et 18% d'entre elles qui étaient opératrices. Donc, on comprend bien que les 18% en question n'ont pas été questionnés dans la suite de cette étude. Donc, parmi les fondations qui ont un rôle de redistribution, 37% étaient des fondations reconnues d'utilité publique, 22% qui étaient des fondations sous égide, 20% de fondations d'entreprise, 19% de fonds de dotation et dans une moindre mesure, 2% de fondations territoriales. Alors justement, la question des enjeux, quels ont été les enjeux des fondations, les enjeux prioritaires? 3 enjeux prioritaires ressortent donc de cette étude 2017. Le premier, c'est de renforcer l'impact des actions des fondations sur l'intérêt général. Le deuxième enjeu, c'est de professionnaliser leurs pratiques. Et le troisième, c'est de mobiliser l'engagement de forces vives et de salariés. On voit ensuite, dans une moindre mesure, le fait de pouvoir consolider le secteur des fondations, de co-construire l'action avec d'autres acteurs et en dernier, vous voyez, la question de l'ouverture à l'international. Un autre point qui est aussi intéressant par rapport à 2013, donc qui était la première version de cette étude, c'est qu'il y a 3 évolutions majeures par rapport à 2017. La première concerne l'impact des actions, de renforcer l'impact sur l'intérêt général qui a pris plus 12 points par rapport à 2013. Le fait de professionnaliser les pratiques, ça a un tout petit peu augmenté. Et par contre, le dernier point, qui est de répondre aux attentes des fondateurs, n'est plus un enjeu prioritaire, en tout cas moins prioritaire que par rapport à 2013. Donc, 3 enjeux prioritaires pour les fondations. Ensuite, ce qui était important, c'est de voir quelles sont les pratiques des fondations vis-à-vis de leurs structures bénéficiaires. Et donc, les pratiques, c'était à la fois des pratiques de financement, les pratiques d'évaluation, et puis aussi, on a posé un certain nombre de questions sur les pratiques d'accompagnement. Et là, on vous montre une synthèse de ces pratiques d'accompagnement. Oula, excusez-moi.
Il y a un petit souci. Voilà. Non, Ah, pardon, excusez-moi. Sur les pratiques de soutien, pardon, excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite. Concernant le budget qui est redistribué donc par ces fondations, la moitié des fondations ont un budget de moins de 500 000 euros. Et un peu plus d'un tiers, 35%, ont un budget qui se situe entre 500 000 et 5 millions d'euros. Donc, on voit des fondations qui ont des dotations qui sont assez variées. Et pareil, en ce qui concerne leur périmètre d'intervention, la majorité des fondations, de 70%, agissent au niveau national, une sur deux quasiment au niveau international, et après, dans une moindre mesure, au niveau local et régional. Donc, dans le panel des fondations qui ont été répondantes, on a à la fois des fondations qui ont des dotations et des périmètres d'intervention qui sont assez variés. Sur leurs projets bénéficiaires, sur les bénéficiaires donc de ces fondations, évidemment, pour 94% des fondations, ce sont des associations. Ensuite, une fondation sur deux quasiment ont comme bénéficiaires des têtes de réseau associatives et aussi d'autres fondations, des pairs, pour 34% d'entre elles. Enfin, donc sur ces pratiques d'accompagnement, j'en reviens, on avait donc cartographié les grandes typologies d'accompagnement qui sont proposées par les fondations aux structures bénéficiaires. Et donc, on a deux grandes typologies d'accompagnement. Le premier bloc que vous voyez, ce sont des accompagnements qui sont proposés pour la réalisation des projets. Et donc, on voit dans ce type d'accompagnement à la fois de l'accompagnement au partenariat, c'est-à-dire de la sélection, du suivi du partenariat, de l'évaluation, mais également la possibilité de mettre en réseau, d'être un relais communication pour les projets qui sont soutenus, de pouvoir mobiliser des forces vives et des salariés, ou aussi de faire des apports, d'apporter des expertises. Le deuxième bloc d'accompagnement a pour objectif finalement de consolider les projets, d'apporter un accompagnement structurel. Et là, on y retrouve à la fois de l'apport en conseil en stratégie et management, en coaching de gouvernance, voire de l'implication dans la gouvernance. Et donc, vous voyez, dans les chiffres qui sont précisés sur cette page, c'est que l'essentiel de l'accompagnement qui est proposé par la Fondation, ce sont des accompagnements plutôt opérationnels. Par rapport à 2013, en fait, l'accompagnement structurel est assez constant. En revanche, sur l'accompagnement opérationnel, il y a eu de fortes avancées. Et notamment, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sur la mise en réseau qu'il y a eu de la plus forte progression en termes d'accompagnement. Et ce qui est très intéressant, parce que du coup, on voit bien que les fondations ont un rôle de facilitateur pour leurs projets soutenus, un rôle au sein de leur écosystème de comment on met en réseau, comment on facilite l'action de leurs projets soutenus. Par ailleurs, sur la question de l'évaluation, là aussi, par rapport à 2013, une évolution des pratiques, puisqu'on est déjà à 92% de fondations qui mettent en place des mesures d'évaluation, avec, si ça vous intéresse de rentrer dans le détail, mais avec des différentes typologies d'évaluation, quasiment 100% font du bilan des actions qui sont menées, avec par exemple aussi une évolution des pratiques d'évaluation de la relation partenariale également qui a évolué. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant, des pratiques d'accompagnement qui se sont intensifiées sur la partie opérationnelle et qui sont relativement constantes sur la partie structurelle. Et puis dernier point concernant les pratiques, ce sont les pratiques d'alliance des fondations. Alors évidemment, les fondations, elles ont plusieurs partenaires. Le premier d'entre eux, ce sont les associations, c'est-à-dire leurs acteurs bénéficiaires, mais il n'y a pas que. Il y a aussi pour 84% d'entre elles d'autres fonds et fondations, donc des pairs, et puis quasiment une sur deux qui sont en alliance avec des établissements de l'enseignement, des entreprises, et quand même dans une moindre mesure, on le voit en dessous, les acteurs publics, qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Et ce qui est également intéressant, c'est que dans ces pratiques d'alliance, que nous disent les fondations, c'est que ces pratiques leur permettent de répondre à leurs enjeux prioritaires. Ces alliances leur permettent d'abord de renforcer leur impact sur l'intérêt général, mais également de pouvoir co-construire leurs actions avec d'autres parties prenantes, des acteurs externes, et également de pouvoir professionnaliser les pratiques des fondations. Et ce qui est important aussi de voir dans ces pratiques d'alliance, c'est qu'on voit bien que les fondations sont vraiment ancrées sur leur territoire, qu'elles sont au cœur de cet écosystème, puisqu'on avait posé également une question sur les territoires, en leur demandant est-ce qu'elles perçoivent que leur territoire dans lequel elles sont implantées, elles sont porteurs de dynamiques de co-construction, que ce soit entre associations, fondations, entreprises et acteurs publics. Et 90% d'entre elles nous disent oui, notre territoire est bien dans une dynamique de co-construction et cette perception du territoire est totalement corrélée à ce que nous disent les maires, puisque 76% d'entre eux également nous disent que leur territoire est dans une dynamique de co-construction. Donc les fondations perçoivent très fortement le mouvement de co-construction territoriale et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que les fondations sont un acteur qui est au cœur de l'écosystème, à la fois dans un rôle de facilitateur pour les projets qu'ils soutiennent, mais également c'est un acteur de dialogue
avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour construire ensemble des projets qui vont répondre, bien sûr, aux enjeux de proximité et aux enjeux territoriaux. Ce point-là est vraiment important et on voit bien si on regarde la différence entre la façon dont le voient les fondations et la façon dont voient les élus locaux, les maires, cette prédominance de oui, c'est de plus en plus nombreux finalement, où les maires nous le disent à 13% et les fondations à 39%, montre bien le fait que les fondations ont un rôle finalement d'accélérateur, ont un rôle réellement d'impulsion sur le sujet. Et je voudrais rappeler à cette occasion finalement ce que Emmanuelle Wargon, lorsqu'elle était directrice de cabinet de Martin Hirsch en 2010, avait été porté comme message lors de l'Assemblée générale du fonds des fonds et fondations, c'était de dire que finalement le rôle des fondations pouvait être d'aider les projets de terrain à expérimenter, à faire finalement une première preuve de concept qui permet de pouvoir après aller proposer ces solutions déjà expérimentées aux collectivités territoriales ou à l'État pour que ça devienne des politiques publiques et ainsi que les fondations aient un véritable rôle d'accélération de la co-construction des politiques publiques. Et là, on voit très bien, très clairement à travers ces résultats qu'avaient partagés au même moment à la fois les élus et les fondations, que les fondations ressentent finalement cette capacité d'un territoire à co-construire cette dynamique et sans doute ça s'inscrit complètement dans le rôle qu'elles peuvent jouer comme étant des accélérateurs de la mise autour d'une table d'acteurs complémentaires pour justement pouvoir inventer ensemble des solutions à la fois qui permettent de réduire les fragilités et d'inventer de nouveaux moteurs de développement économique durable. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit à travers ces résultats-là finalement la conscience que les fondations peuvent avoir sur le rôle qu'elles peuvent avoir, qu'elles ont déjà d'ailleurs sur les territoires, même si elles agissent d'un point de vue national, elles ont pour 40% d'entre elles réellement cette préoccupation d'être au plus près finalement de ces expérimentations locales qui se font. On est là au plein cœur de notre question de l'innovation territoriale en action. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étude? Cette étude, évidemment, elle est en ligne, donc on vous dira à quel endroit la retrouver pour avoir tous les détails. Mais si d'ores et déjà vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Pour poser des questions, pour ceux qui ne sont pas encore au fait des webinaires, vous avez en bas à droite de votre écran un petit onglet qui s'appelle Live Chat. Donc, c'est par là que vous pouvez vous poser vos questions. Et évidemment, vous aurez, il y a toute l'heure pour le faire. Donc, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, on vous propose de continuer donc cette présentation. Donc, on a rappelé le rôle des fondations tel qu'il a été présenté en 2017 et qui continue aujourd'hui. Mais c'est aussi important de voir finalement comment ce rôle, en tout cas les évolutions de l'écosystème aujourd'hui, quels sont les sujets qui peuvent ou qui vont et qui impactent déjà ce rôle des fondations, ou en tout cas de montrer quel peut être le rôle des fondations par rapport à ces évolutions. On en a identifié 3. Qui sont résumés ici, c'est-à-dire d'abord les objectifs de développement durable, qui sont des objectifs collectifs, donc qui engagent tout le monde. Et le président Macron, d'ailleurs, a présenté fin septembre la feuille de route pour la France pour la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Ensuite, Charles Benoît le rappelait, la question des territoires et leur importance, qui est importante pour les fondations à bien comprendre, puisque derrière ces territoires, cette notion qui est de plus en plus forte, il y a une diversité d'acteurs qui est à connaître et à comprendre pour ensuite pouvoir mieux appréhender ces enjeux de territoire et surtout les écosystèmes qu'il y a sur ces territoires. Et puis enfin, le dernier point qui me paraît extrêmement important et pour lequel les fondations ont aussi un rôle à jouer, ce sont les modèles socio-économiques. Il y a une diversité de modèles socio-économiques et c'est important de savoir les appréhender, notamment pour pouvoir ensuite agir de façon pertinente vis-à-vis de ces bénéficiaires. Donc, 3 sujets que l'on vous propose de décliner, de vous présenter en détail. S'agissant des objectifs de développement durable, donc ils ont été signés, pour rappel, en 2015 à l'ONU, et ce sont des objectifs donc qui donnent un cadre collectif d'engagement pour d'ici 2030. Il y a 17 objectifs, 16 qui concernent des thématiques comme la santé, par exemple, donc qui engagent l'ensemble des nations sur ces sujets, puis le 17e qui est un objectif de moyens, c'est-à-dire sur les partenariats, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que pour les 16 autres,
on ne va pas pouvoir agir seul, mais on va devoir agir de façon collective, en coopération. Et derrière ces 17 objectifs, il y a 169 cibles d'action. Au niveau français, donc c'est le président de la République qui a présenté la feuille de route le 25 septembre, qui engage la France donc pour un agenda d'ici 2030. Donc c'est un cadre collectif qui engage tout le monde et donc notamment la France. Et ce qui est intéressant par rapport à ces objectifs de développement durable, c'est que on a lancé, l'Observatoire des partenariats est a lancé un programme d'études qui s'appelle Impact, qui a pour objectif de qualifier les impacts des alliances multi-acteurs, et nous avons restitué le 1er octobre à l'Assemblée nationale la première étude de ce programme qui est allée questionner les citoyens sur un certain nombre de sujets, notamment les fragilités et la question bien sûr des alliances. En quelques mots, en quelques synthèses, ce que nous disent les Français par rapport à ces sujets. D'abord, de rappeler que les fragilités qu'ils perçoivent, elles se confirment par rapport à 2015, parce qu'on les avait déjà questionnées à cette époque-là, et on voit que les principales fragilités qui sont mises en avant, ce sont des fragilités économiques, c'est-à-dire l'emploi, le niveau de vie, et ensuite, on voit la sécurité, la mobilité. Vous avez sur votre gauche les 16 critères de fragilité qui ont été questionnés et mis en avant par les citoyens. Et ce qui est aussi important de voir, c'est que finalement, ce sont les dimensions sociétales qui regroupent à la fois les questions de mobilité, d'éducation, de santé, et les dimensions économiques qui sont liées les unes entre elles. La fragilité, la dimension qui est classée en premier, c'est la dimension économique, suivi de la dimension sociétale, mais on voit que si on additionne à la fois le côté premier et second, en fait, ce sont les deux dimensions qui sont mises en avant par les Français, qui sont extrêmement liées, et l'ensemble de ces fragilités, finalement, elles sont à la fois confirmées par les citoyens par rapport à 2013, et à la fois, il faut les appréhender de façon systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, par exemple, la dimension économique sans y inclure aussi des dimensions sociales, sociétales et environnementales. Donc ça, les citoyens nous le réaffirment. Autre point, on leur a demandé, mais pour réduire les fragilités, quels sont les leviers qu'il faut activer? On leur a proposé 3 leviers. D'abord, les actions collectives, c'est-à-dire on agit ensemble pour répondre aux fragilités, pour trouver des solutions. Est-ce que c'est la vision partagée, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs pour pouvoir agir collectivement? Puis enfin, est-ce que c'est les normes et la réglementation qui est l'un des leviers pour réduire les fragilités? Et ce que nous disent les citoyens pour 66% d'entre eux, c'est que c'est l'action collective qui est la fragilité qui est considérée comme la plus importante pour réduire les fragilités. Et cette action collective, en fait, ça renvoie à ce fameux objectif de développement durable qui est le numéro 17, c'est-à-dire les alliances. Et là, les Français sont très clairs, ils réaffirment par rapport à 2015 le devoir d'alliance. 80% considèrent que c'est indispensable et nécessaire que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire associations, collectivités, entreprises, acteurs académiques, agissent ensemble pour réduire ces fragilités. Mais par contre, le constat qu'ils font, c'est que, en tout cas pour un citoyen sur deux, c'est que ces alliances ne sont pas suffisantes. Donc il y a un devoir d'alliance qui est réaffirmé, qui devient même un impératif d'alliance, mais par contre, il y a un doute sur notre capacité collective à agir pour réduire ces fragilités. Et ce que nous, on dit, c'est que par rapport à cet objectif de développement durable, les fondations, on l'a vu, elles sont au cœur d'un écosystème, elles sont des facilitatrices, elles sont des acteurs de dialogue, et on pense, et on est convaincu qu'elles ont aussi un rôle structurant pour favoriser ces alliances. Ça, c'était sur le premier sujet d'actualité de l'écosystème, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Ensuite, on a parlé des territoires et de l'importance des territoires. Donc, dans nos travaux de recherche, on a perçu qu'il y avait trois ingénieries territoriales. La première, qu'on appelle l'ingénierie de gestion du territoire, c'est-à-dire c'est la gestion de toutes les infrastructures, tout ce qui permet de mettre en œuvre les politiques publiques locales, et c'est une ingénierie qui est principalement portée par les collectivités, et c'est une ingénierie qui est apparue après-guerre. Deuxième ingénierie, c'est celle de management de projets territoriaux. Donc, c'est vraiment des projets territoriaux. On coordonne des acteurs du territoire autour d'un projet territorial. Et donc, qui dit management de projet dit pilotage, cadrage, évaluation. Et cette ingénierie, elle peut être apportée à la fois par des acteurs publics comme privés, et elle est apparue à la fin des années 80. Et puis la troisième ingénierie qu'on appelle relationnelle, de catalyse territoriale, l'objectif là, c'est vraiment de pouvoir rassembler tous les acteurs du territoire autour des enjeux de ce territoire. Et l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'interconnaissance et de faire en sorte que grâce à cette interconnaissance, les relations vont se développer, donc elles vont pouvoir faire émerger de nouveaux projets territoriaux. Et ce qui est important de comprendre, c'est que derrière cette catalyse territoriale, il y a deux approches complémentaires.
Une qui touche vraiment les personnes, qui va favoriser leur pouvoir d'agir, hein, c'est le système participatif, et l'autre logique qui est de pouvoir réunir des organisations pour favoriser leur capacité à co-construire entre elles. Et cette ingénierie, finalement, est apparue plutôt autour des années 2008. Un point qui est très important à comprendre dans l'émergence de cette troisième ingénierie territoriale, c'est que, en fait, bien évidemment, c'est pas nouveau que les acteurs, les personnes ou les organisations construisent ensemble sur leur territoire. Ce qui est nouveau, c'est que jusqu'à présent, il y avait finalement les engagés, ceux qui étaient à la manœuvre sur leur territoire, et finalement se retrouvaient les agences de développement, l'ensemble des dispositifs publics et privés qui existent sur les territoires leur permettaient finalement de se réunir et déjà de pouvoir agir, réfléchir ensemble sur leur territoire. La catalyse territoriale et cette démarche finalement d'innovation relationnelle et d'ingénierie relationnelle, elle élargit le scope. Elle ne se contente plus seulement des gens déjà engagés, des 10-15% qui sont déjà à la manœuvre, mais elle essaie d'aller chercher beaucoup plus largement et d'aller vraiment dans une logique inclusive de territoire. Et comme le dit Élodie, et c'est très important de le comprendre, lorsque l'on va mobiliser des personnes sur leur pouvoir d'agir, ça n'est pas la même chose que quand on va mobiliser des corps sociaux que sont les organisations. Et donc, d'ailleurs, on voit bien, ces deux dynamiques sont toutes les deux complémentaires. Et pour qu'un territoire soit vraiment en co-construction, il faut à la fois pouvoir mobiliser les personnes dans des démarches participatives et à la fois les organisations dans une capacité de construire ensemble, de co-construire des solutions. Il se trouve que, par le plus grand des hasards, nous avions une conférence téléphonique ce matin avec nos amis du Maroc, puisqu'il y a des démarches très similaires aux nôtres qui se passent actuellement au Maroc, et nous avons une analyse comparée de ce qui se passe au Maroc et en France, et vraiment cette logique d'aller chercher beaucoup plus largement, d'ouvrir le scope pour que ça ne soit pas quelque part réservé aux 10-15% de pionniers, c'est vraiment cette dynamique qui caractérise cette troisième ingénierie. Donc ne nous trompons pas, effectivement, ces trois ingénieries ont peu ou prou toujours existé en territoire. Mais elles se sont progressivement structurées en fonction des besoins et des priorités d'un territoire. Il était normal qu'après-guerre, ça soit finalement la restructuration, donc la gestion qui prime. Et puis, il est intéressant de voir que finalement, ces ingénieries de management de projets territoriaux, ils sont nés en même temps que la décentralisation, en même temps où on comprend que quelque part, il faut à la fois un cadre collectif national et à la fois une capacité et une souplesse pour pouvoir le mettre en œuvre de façon territoriale, de façon adaptée. Et on voit effectivement que vraiment cette crise de 2008 a eu pour double conséquence à la fois de dire mais on ne pourra pas faire autrement qu'en inventant ensemble, et de dire inventer ensemble, ça ne veut pas dire d'être dans un cercle restreint, dans une communauté où on serait d'accord et on partagerait les mêmes valeurs, donc dans une logique seulement de cogestion, mais surtout, et peut-être encore plus, d'aller chercher la diversité des acteurs d'un territoire pour construire ensemble des positions complémentaires. Et là, on n'est plus dans la cogestion, on est vraiment dans la co-construction, c'est-à-dire que la diversité des acteurs qui vont constituer finalement cette dynamique, y compris dans leur maturité pour le faire, est bien constitutif de cette troisième ingénierie. Et c'est là aussi où on voit bien que à ces trois périodes, la question n'était pas seulement de ça existe, mais comment on la structure, comment est-ce qu'on passe réellement à une nouvelle étape. Et c'est là, Élodie, que les catalyseurs territoriaux sont apparus dans cette dynamique. Exactement. Donc effectivement, les catalyseurs territoriaux, donc qui portent cette ingénierie de la relation, recouvrent un métier qui est multifacette parce que c'est peut être du dialogue territorial, ça peut aller jusqu'à le fait de favoriser les expérimentations collectives, de pouvoir accompagner les organisations dans leur capacité à co-construire, voire de pouvoir gérer des lieux de coopération. Donc c'est un métier qui se construit en fonction des besoins du territoire. Et ces catalyseurs territoriaux, en fait, derrière, c'est une diversité de profils, puisque ça peut être des acteurs économiques, des structures d'intérêt général, des acteurs publics comme les collectivités ou des acteurs académiques. Aujourd'hui, on compte 350 catalyseurs territoriaux et c'est une progression importante puisque lorsque ce réseau informel est apparu en 2010, ils étaient une dizaine, aujourd'hui 350 qu'on a pu cartographier, et cette cartographie d'ailleurs elle est accessible sur un de nos sites. Donc c'est une mission de catalyse territoriale, c'est une mission qui est caméléon, c'est-à-dire qu'elle s'invente
en fonction des besoins du territoire et puis en fonction aussi de l'ensemble des acteurs qu'il y a sur ce territoire et des actions qui sont déjà menées. Et ce qui est aussi important, et donc ça, cette question des catalyseurs, c'est aussi important à connaître, puisque pour les fondations qui agissent en local, c'est toujours intéressant de pouvoir aussi s'appuyer sur ce type de ressources, qui peut être également une ressource de lien. Et donc, autre point qui est important sur cette articulation, sur cette ingénierie, c'est que la catalyse, elle se structure progressivement. D'abord parce que c'est une question de compétences, d'animation du territoire et d'accompagnement des acteurs, et puis aussi parce qu'il y a de plus en plus d'émergence, de développement de tiers-lieux, c'est-à-dire de lieux qui sont des espaces de dialogue, de coopération, de co-développement, et qui ne se limitent pas à des espaces de service. Donc c'est cette articulation de l'ingénierie, c'est à la fois une question humaine, une logique humaine et structurelle, qui débutent, et on voit de plus en plus d'ailleurs des démarches expérimentales qui se développent et qui associent à la fois donc de la catalyse territoriale et ces fameux tiers-lieux dont on parle de plus en plus. Donc ça, c'était le deuxième point sur les territoires qui nous paraissait important à mettre en avant, parce qu'encore une fois, ça peut être intéressant pour les fondations de s'appuyer sur ce type de ressources. Et le troisième point qui nous paraît être intéressant aussi à aborder avec vous, c'est la question des modèles socio-économiques. D'abord, un petit élément de définition, c'est qu'il n'y a pas de définition générique du modèle socio-économique. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le modèle socio-économique, c'est l'ensemble des moyens qu'il faut pouvoir mobiliser pour réaliser un projet. Et ces moyens-là, donc c'est des moyens au service du projet, donc c'est un outil qui est extrêmement structurant pour la réalisation de ce projet. Il s'appuie, ce modèle socio-économique, sur 3 leviers qui sont complémentaires. Le premier, c'est ce qu'on appelle les richesses humaines. Alors, c'est évidemment des salariés, c'est évidemment des stagiaires, mais si par exemple on est une association, ça peut être aussi des bénévoles, des volontaires en service civique et des personnes qui sont en mécénat de compétences. Donc, derrière ces richesses humaines, c'est vraiment tous les profils qu'il faut pouvoir mobiliser pour réaliser le projet. Ensuite, il y a évidemment les ressources financières. Et le troisième levier qui est important, ce sont aussi les alliances, c'est-à-dire toutes les actions qu'on va pouvoir construire avec des acteurs de l'écosystème, toutes ces synergies qu'on va pouvoir développer pour pouvoir réaliser le projet, être en complémentarité pour apporter une offre globale. Donc ça, c'est un élément de définition. Le deuxième, c'est que le Rameau s'est beaucoup attaché à la question du secteur d'intérêt général et de pouvoir qualifier quelles sont les spécificités donc des modèles socio-économiques, et on a identifié 7 modèles qui s'appuient sur 3 logiques de financement qui sont très complémentaires. Une logique de financement liée à la contribution des membres, du financement qui est lié à la possibilité d'avoir des revenus d'activité, et enfin du financement par un tiers financeur, donc qui peut être à la fois public ou privé. Et donc à partir de ces 3 logiques, on a pu définir une typologie de modèles socio-économiques, 7 modèles que l'on ne va pas forcément détailler, mais ce qui est important, c'est pas non de proposer un modèle pour se positionner, non pas pour enfermer, mais vraiment pour se positionner, pour identifier celui qui est le plus dominant dans sa structure. Et autre point, du coup, qui fait suite à ça, c'est que sur ces modèles socio-économiques d'intérêt général, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut différencier les modèles d'intérêt général des modèles d'utilité sociale. L'un est basé sur le fait d'avoir des revenus d'activité en majorité, alors que l'autre n'est par essence pas du tout, repose pas sur des revenus d'activité en majorité. Et donc, pour résoudre cette question, pour pouvoir répondre à cette question, il faut avoir 2 points en tête. Qui apporte les ressources et pour quel objectif. C'est-à-dire quel objectif, est-ce que, en fonction des ressources que j'apporte, j'attends un service ou pas un service. Si je suis par exemple, ceux qui apportent les ressources, ce sont des membres, et qu'il y a en contrepartie un service qui est attendu, on sera dans une logique de cotisation à abonnement. Pour l'acteur public, si on est toujours dans une attente d'un service, on sera dans une logique de commande publique, de délégation de service public, et si on est un acteur privé, on attendra une prestation de service. Donc, dans ce cadre-là, lorsqu'on il y a une contrepartie d'un service, on est vraiment dans une logique de revenu d'activité, et donc on est dans un modèle d'opérateur d'utilité sociale. Pour les modèles d'intérêt général, c'est bien un modèle où il n'y a pas de contrepartie qui est attendue, et donc si on est des membres qui financent, on est dans une logique de cotisation militante. Pour les acteurs publics, on est plutôt dans une logique de subvention. Et puis pour les acteurs privés, c'est tous les dons pour ce qui est des personnes et le mécénat pour ce qui est des organisations. Et donc là, c'est important pour nous, enfin nous, ce qu'on dit, c'est que c'est important de pouvoir différencier ces 2 types de modèles parce que derrière, il y a des droits qui sont extrêmement différents pour l'un et pour l'autre. Dans les droits qui sont différents, on peut en citer 2, bien évidemment. Le premier, peut-être le plus structurant, parce que
on va penser à celui que je citerai en deuxième, c'est-à-dire effectivement les capacités de financement un peu différentes, mais surtout le premier, c'est l'accès au bénévolat, puisque je rappelle que par la loi, il n'est pas possible de faire usage pour l'activité, je ne parle pas pour les questions de gouvernance, hein, mais pour l'activité, pour les missions concrètes de terrain, il n'est pas possible de pouvoir utiliser des bénévoles. Ça serait contraire au droit du travail et bien évidemment, on comprend bien pourquoi, même dans le cadre d'une véritable utilité sociale, effectivement, il n'est pas possible d'utiliser les bénévoles. Et pour cette distinction, je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire sur les modèles socio-économiques, de pouvoir revoir ce webinaire parce que nous précisions particulièrement ce deuxième point. Mais le deuxième droit aussi afférent au modèle d'intérêt général, encore une fois, qui ne repose donc pas sur des modèles d'activité de façon prédominante, c'est celui d'avoir recours à la générosité du public et au mécénat, et donc aux fondations. Donc on est bien au cœur d'une question qui concerne les fondations, c'est finalement de pouvoir elles aussi qualifier le partenaire avec lequel elles travaillent, et c'est encore plus important pour les fonds de dotation, puisque à la limite, une fondation, elle est d'intérêt général par essence en amont, quel que soit d'ailleurs le statut de la fondation. Alors que le fonds de dotation, il n'est reconnu d'intérêt général qu'en aval. Et si donc un des projets qu'il a soutenu n'est pas d'intérêt général et requalifié n'étant pas d'intérêt général, c'est tout le fonds de dotation qui perd sa capacité à être un fonds de dotation. Donc on voit bien que cette question de la compréhension, de la qualification d'un modèle socio-économique de son partenaire est un élément absolument déterminant pour une fondation. Ça, c'est du point de vue, j'allais dire, du partenaire de la fondation. Mais du point de vue de la fondation, comment est-elle impactée elle-même sur son propre question de modèle socio-économique? Et c'est là où nous avons eu des travaux avec un certain nombre de fondations qui sont très en avance sur finalement quel pourrait être un élément un peu de référence de comment arbitrer sur mes fonds de redistribution. Déjà, premier élément, et j'insiste sur ce sujet-là, de dire nous avons collectivement en France une défaillance sur ce qu'on appelle, et d'ailleurs nous n'avons pas de traduction française, le capacity building, c'est-à-dire d'être capable d'investir dans des logiques infrastructurelles qui ne sont pas que de l'action, mais des éléments essentiels pour tout le monde pour pouvoir orienter l'action. Le premier d'entre elles, c'est les données. Finalement, mieux connaître les sujets, les acteurs, les territoires sur lesquels on intervient. Et les travaux que nous avons commencé à mener disent qu'il serait de bon ton d'avoir au minimum 10% qui finalement permettent de pouvoir contribuer à collecter des données qui puissent être partagées à tous. Bien évidemment, il ne s'agit pas seulement que ce soit pour la fondation, mais de pouvoir finalement contribuer à cette dynamique de mieux connaître, mieux qualifier, mieux partager finalement les données sur les acteurs, les domaines, les territoires concernés. Deuxième élément, toujours de capacité building, au niveau toujours collectif, de dire finalement, on voit bien, et les acteurs du territoire que vous êtes le connaissent bien, on a, j'allais dire pas de problème, j'exagère. En tous les cas, il est pas si compliqué d'aller chercher du financement pour de l'action, mais dès qu'on va vouloir avoir du financement pour l'ingénierie, qui pourtant est essentiel à l'action, et je pense notamment à nos amis des territoires ruraux qui nous écoutent et sur lesquels l'ingénierie territoriale est pas aussi dotée que dans les métropoles et sur lesquels les besoins en ingénierie qui leur sont propres, qui sont leur propre ingénierie, est absolument essentiel. Et donc, un investissement dans cette ingénierie, qu'elle soit sectorielle ou territoriale, est un élément complètement à la fois nouveau et absolument structurant. Et c'est là où, là encore, la recommandation, c'est de dire il faut au minimum 10% qui puissent être dans cette ingénierie collective. Si nous n'avons pas les bonnes infrastructures collectives, nous ne pouvons pas avoir des projets qui durablement vont pouvoir se pérenniser. Donc, 20% de cette capacité building collective, et encore une fois, j'utilise à escient ce terme anglo-saxon parce que nous n'avons pas de traduction. Cet investissement structurel, nous ne l'avons pas traduit, alors qu'il est essentiel. Quand on passe au niveau de l'action, là encore,
le rôle des fondations, et c'est ce que je citais Emmanuelle Vargon, à l'époque directrice de cabinet, qui disait, mais en fait, il y a un rôle de défrichage, une forme de R&D sociétale, une recherche et développement de terrain, et on est bien au cœur de notre sujet quand on parle de l'innovation territoriale en action, et de dire, mais finalement, dans le périmètre de cette action, des 80% de l'action, réservons au minimum 20% pour être sur des innovations, sur des expérimentations innovantes, sur une capacité vraiment à soutenir cette démarche-là. Et puis enfin, concernant les projets, en considérant que finalement 80% de 80% du financement, bien évidemment, doit être dans l'action de terrain, on a classé deux formes de projets. Les projets qui sont eux-mêmes des projets innovants, et puis les projets, j'allais dire, plus classiques, parce que tout n'est pas innovation. Et il faudrait se méfier d'avoir une logique à dire seuls les projets d'innovation doivent être soutenus par les fondations. C'est faux, et on sait très bien, pour un certain nombre de territoires, combien des éléments structurels que peuvent soutenir finalement une fondation sont essentiels. La seule différence, c'est sur finalement, là encore, le montant, la partie que je vais consacrer dans le soutien à un projet, dans le capacity building, mais cette fois-ci qui n'est plus global, qui est au niveau d'un projet. Et là, très souvent, on confond deux choses qui n'ont rien à voir. On confond les frais de gestion avec finalement les besoins qu'ont les projets pour se structurer, pour pouvoir se développer. Et là, nous avons posé, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ces travaux du point de vue du projet, vous les retrouverez dans le référentiel des modèles socio-économiques d'intérêt général, puisque nous avons particulièrement détaillé ce point. Si nous sommes dans un projet classique, qui n'est pas un projet d'innovation, bien, finalement, les fonds, les frais de structure, les frais de fonctionnement, qui sont normaux, 7-8% sont suffisants. À partir du moment où on intègre d'autres coûts qui doivent être pris en considération dans cette logique-là. 2-3% finalement de résultats, de permettre à la structure d'avoir structurellement la capacité progressivement de constituer des fonds propres. Rappelons que la spécificité d'une structure d'intérêt général et particulièrement d'une association, c'est un peu différent pour une fondation puisqu'elle naît sur un capital, mais une association, c'est un regroupement de personnes qui n'a pas de capital au départ, qui n'a pas de capacité d'investissement. Donc les fonds propres que progressivement l'association va créer, c'est sa capacité à elle-même orienter son propre investissement, et donc il est absolument essentiel, au-delà des frais, des justes frais de gestion, de pouvoir y rajouter une contribution à la consolidation des fonds propres. Mais c'est pas fini. Encore faut-il aussi pouvoir financer l'évaluation. On parle de plus en plus d'évaluation. Finalement, elle n'est pas prise en considération. Chaque projet doit au minimum contenir 5% pour une évaluation. Et là, on parle bien d'évaluation simple. S'il faut rentrer dans des évaluations d'impact qui sont des évaluations extrêmement complexes, extrêmement lourdes, il est bien évident que ces budgets-là sont en dehors de ce que nous sommes en train de dire et sont à prendre en charge complètement par la structure qui demande ces évaluations d'impact. Et puis, dernier point, et ça nous y insistons beaucoup, et c'est la différence entre les 10-15% qu'on peut entendre comme acceptables, et nous, on dit que pour un projet, il faut au minimum 20% de capacité building. Pourquoi? Parce qu'il faut au minimum pouvoir aussi, au-delà de l'action finalement de chaque action, de pouvoir se dire comment est-ce qu'on aide l'association finalement à pouvoir animer, à pouvoir partager cette logique, à pouvoir être à former, monter en compétences, que ce soit les bénévoles ou les salariés qui sont dedans. Si cette dynamique-là, finalement, de partage, d'animation n'est pas faite, il ne faut pas s'étonner après qu'on ait le sentiment que les associations ne sont pas toujours exemplaires dans la capacité de co-construire parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Donc, prendre en considération au minimum 5% dans cette logique-là nous semble un élément tout à fait déterminant. Les fondations avec lesquelles nous avons construit, et nous, c'est toujours en cours de construction, vous avez vraiment la primeur de cette dynamique avec laquelle nous partagent cette vision de revoir finalement la part de la financement de l'action proprement dit par rapport à l'ensemble du budget. Et là, nous sommes dans une action qui n'est pas dans une action d'innovation. Si nous sommes dans une action d'innovation, il faut y rajouter 10% à la fois de capitalisation et de R&D, parce que effectivement, ça prend du temps. Parce que concevoir un projet, parce que pouvoir
capitaliser les éléments est un élément absolument essentiel. Et là encore, si on ne finance pas ce temps pour un projet, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, même s'il a produit des résultats miraculeux, on soit incapable de le reproduire. Donc ce temps offert au projet n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est du temps de prendre du recul sur son innovation, c'est le temps de pouvoir réfléchir sur les étapes d'après, c'est le temps de pouvoir capitaliser, qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on le formalise, comment on le conserve. Et, soit dit en passant, lorsque l'on regarde et lorsque l'on compare ces données par rapport à une dimension internationale sur justement cette logique de capacité building, les règles internationales sont, lorsqu'on est dans un projet économique, 30% de capacité building, et quand on est dans un projet d'innovation sociétale, 22%. Si la règle pouvait être en France d'être au minimum à 20% et de monter à 30% lorsqu'on est dans un projet d'innovation, je pense que non seulement nous rejoindrions les standards internationaux, qui sont sans doute pas complètement stupides, mais surtout, alors que je rappelle que nous ne sommes qu'à 2% de capacité building aujourd'hui en France, mais surtout, ça permettrait aux fondations de donner une impulsion, de donner, là encore, l'exemple sur ce que nous devrions faire collectivement pour pas seulement agir aujourd'hui et maintenant, mais être en capacité réellement de garder la mémoire de ce que l'on fait, de pouvoir transformer les choses et surtout de pouvoir les reproduire et les partager plus largement. Cet élément est complètement déterminant et selon nous, cette réflexion sur le modèle socio-économique de la redistribution des fondations est un élément qui pourra éclairer non seulement les fondations, mais aussi d'autres investisseurs publics et privés qui pourraient finalement être en complémentarité avec le rôle des fondations, mais sans doute, là encore, sur ce point encore, les fondations ont un rôle de défrichage et d'innovation propre à leur propre positionnement d'intérêt général. Avons-nous des questions, chère Élodie? Eh bien non, pas encore. Pas encore. Alors, soit nous sommes très très clairs, soit finalement ces questions ne vous inspirent pas, mais peut-être avez-vous une question, Élodie Non, mais oui, parce que par rapport à votre dernier point, vous parlez de ce qui serait bien, mais aujourd'hui, les pratiques, est-ce qu'elles évoluent? Est-ce que certains expérimentent? Enfin, alors, lentement. On voit bien qu'aujourd'hui, je disais, hein, on est toujours à 2% de capacité building, donc ça reste très fort, très faible, pardon, par rapport à ce qu'il devrait être. En revanche, on voit des logiques expérimentales, et notamment sur les territoires. Et le fait que les territoires soient reconnus comme l'espace où, avant de déployer à grande échelle, je vais déjà expérimenter sur un territoire, sur un thème donné, avec un partenaire, et souvent avec un partenaire de confiance, avec lequel je suis déjà impliqué depuis longtemps, pour pouvoir essayer ces nouvelles méthodes. C'est ce que l'on constate. Donc, nous n'y sommes pas encore, mais incontestablement, cela progresse et surtout cela s'expérimente. Donc, n'hésitez pas, acteurs de territoire, si vous connaissez une fondation, si vous travaillez avec une fondation, à être force de proposition parce que ça peut aussi renouveler la façon dont vous travaillez avec elle. Et ça, c'est extrêmement important parce que les fondations souvent nous disent, mais en fait, on nous ne demande pas. Et quelque part, que ça soit vous, acteurs du territoire, qui animez ces dynamiques, qui soyez au cœur de l'innovation territoriale, soyez force de proposition par rapport aux fondations que vous pouvez connaître ou pour appréhender un peu différemment une fondation, il nous semble qu'aujourd'hui, c'est totalement essentiel. Oui, et c'est d'ailleurs tout à fait la remarque de Delphine qui dit que aussi les associations n'ont pas forcément le réflexe de présenter leur budget avec ce type de structuration. Merci à cette remarque, parce que je vois en plus très bien de qui il s'agit. Donc merci beaucoup Delphine pour cette remarque, parce que effectivement, les associations s'auto-limitent. Et quelque part, il y a une vraie confusion entre ce que nous avons défini dans cette capacité building et les frais de fonctionnement. Bien sûr, on ne va pas mettre des frais de fonctionnement à 30%. Ça n'aurait aucun sens. Et des frais de fonctionnement à 5-7% pour une association qui est extrêmement toujours très frugale dans son utilisation, c'est la règle, c'est la norme. Simplement, on ne fait pas la différence entre les deux. Et on confond les éléments, et ce qui permet d'ailleurs souvent aux associations de s'auto-limiter parce qu'elle a l'impression qu'elle va être considérée par ses partenaires
comme étant trop consommatrices ou abusées de frais de fonctionnement. Ce ne sont pas des frais de fonctionnement. L'animation d'un réseau, l'animation de la montée en compétence de ses partenaires et de ses bénévoles, salariés, ce ne sont pas des frais de fonctionnement. C'est bien la capacité à augmenter son propre impact. Donc cet élément-là est complètement déterminant. Et donc merci pour cette remarque parce que je crois qu'elle est tout à fait au cœur du sujet et ça ne m'étonne pas que ce soit Grand Est qui ait posé cette question. On va peut-être laisser la parole à notre ami. Absolument. Merci énormément, Jean-Marc Potras, d'être avec nous aujourd'hui. L'histoire avec le Centre français des fonds et fondations est une vieille histoire avec le Rameau et nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour nous parler de l'actualité des fondations et puis peut-être d'avoir un ou deux mots de réaction par rapport à ce qui a pu être dit. Jean-Marc, la parole est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, remercier le Rameau d'avoir proposé que le CFF puisse s'exprimer. Donc, j'en suis très heureux. C'est vrai que la collaboration entre le CFF et le Rameau est ancienne et toujours fructueuse. Donc, merci encore à vous de nous avoir conviés et donné cette occasion de prendre la parole succinctement à l'occasion de ce webinaire. Sur les aspects qui ont été évoqués sur les pratiques territoriales des fondations, beaucoup a été dit et je crois qu'il nous reste 10 minutes tout compris, y compris avec les questions, donc je serai assez synthétique. Je pense que un des premiers slides de départ de cette présentation est important. On parle parfois de fondations de manière, ce qui n'est pas le cas ici, mais de manière monolithique. Il est clair que le mot fondation associé à celui de fonds de dotation, en fait, représente des réalités opérationnelles très variées, ne serait-ce que par les statuts, on dénombre 7+1 du fonds de dotation, mais également de la pratique, qu'elle soit redistributive ou gestionnaire, de sa taille également, et qu'elle soit créée par une association pour collecter ou par des fondateurs pour redistribuer des fonds pour mener des actions indirectes. Donc derrière ce terme générique, les réalités de terrain sont très variées. Il est toujours complexe de parler en simplifiant le propos, parce que derrière chaque mot fondation, on peut entendre de nombreuses réalités. Pour autant, ce que je retiens pour ma part du concept de fondation, ce sont vraiment les éléments de base valables pour tout le monde. C'est tout d'abord l'affectation de moyens au profit d'une cause d'intérêt général et une affectation irrévocable. Et donc ça, c'est ce qui doit par nature exister pour chaque statut et pour chaque structure. L'autre point, et je pense qu'on prend un petit peu de recul, pour moi, la fondation ou le fonds de dotation sont de merveilleux outils pour permettre en fait de créer un lien entre, de manière ou d'une autre, un fondateur ou des fondateurs et des bénéficiaires d'intérêt général, que ce soit en direct ou indirectement. En direct, si il s'agit d'une fondation redistributive ou qui touche directement les bénéficiaires, indirectement, une fondation gestionnaire, excusez-moi, et donc indirectement s'il s'agit d'une fondation redistributive. Et donc pour moi, l'intérêt de la fondation, c'est d'apporter une plus-value à, par exemple, un don direct. Un fondateur potentiel d'une fondation, par exemple une personne qui peut avoir quelques moyens, qui souhaite consacrer à titre personnel à une cause d'intérêt général, cette personne pourrait tout autant faire un don direct, par exemple, à une association. Pourquoi décide-t-elle de créer une fondation ? Pour moi, cela témoigne de l'utilité et de la plus-value de l'outil qu'est la fondation. La fondation permet de structurer, de rendre visible, d'organiser, de pérenniser une action, et pourquoi pas, et c'est bien l'enjeu du sujet de ce jour, d'y associer des partenaires. Et donc l'outil fondation, pour moi, est un outil éminemment puissant pour permettre à un fondateur, quel qu'il soit, de pouvoir affecter des moyens efficacement à une cause d'intérêt général, et surtout à des bénéficiaires. Et donc, relativement au sujet qui est celui de la territorialité, le sujet donc des fondations territoriales ou des démarches mutualisées ou partagées sur les territoires me semble être un sujet d'avenir pour plusieurs raisons. La première, ça a déjà été évoqué, et on est bien en phase, c'est que on détient rarement la vérité seule, et que de plus en plus d'acteurs cherchent à réfléchir à leur impact. Et donc, ceci étant posé, cela implique ou cela encourage assez naturellement à ce que les fondations puissent être un réceptacle
d'initiatives, d'expression de besoins sur un territoire, parce que on peut penser global, mais c'est souvent local que se font aussi l'impact, enfin que l'on peut constater un impact concret. Donc au niveau local, il est souvent souhaitable de s'associer avec l'ensemble des parties prenantes d'un territoire pour identifier les enjeux majeurs du territoire, puis dans un second temps, d'essayer d'identifier les contributions de chacun pour apporter des réponses à cet enjeu, et enfin de lever les financements permettant de mettre en œuvre les réponses identifiées pour répondre à ces enjeux. Et donc ça, l'outil fondation s'y prête merveilleusement, et c'est sans doute pour ça que le concept de fondation territoriale se développe, parce que c'est encore une fois quasiment intrinsèque au statut d'être un intermédiaire avec une augmentation du potentiel entre des acteurs qui veulent consacrer des moyens pour la résolution de problèmes d'intérêt général. Voilà, donc ça pour moi le sujet des fondations territoriales sont voués à un bel avenir, et au CFF on continuera à travailler cette question pour essayer d'identifier les potentiels, les freins éventuels, et surtout diffuser le plus possible les meilleures pratiques. Donc voilà, sur la question des fondations territoriales, encore une fois, c'est un très beau sujet sur lequel nous allons continuer, et évidemment en collaboration ponctuelle avec le Rameau, à travailler activement dans les prochains mois. Le point supplémentaire que je voulais me permettre d'évoquer avec vous, c'est celui de la relation entre l'État et le secteur de l'intérêt général, et plus particulièrement des fondations. Pour les acteurs qui, comme vous sans doute, êtes intéressés par le sujet, vous n'aurez pas été sans constater que le secteur des fondations est aujourd'hui très mobilisé pour essayer de renouer des collaborations de bonne tenue avec la puissance publique, notamment en matière fiscale. A été annoncée par le gouvernement une réforme à venir qui est actuellement à l'étude dans le cadre du PLF 2020, à savoir la fiscalité du mécénat d'entreprise. Le gouvernement propose que la réduction d'impôts dont bénéficient les entreprises qui font annuellement plus de 2 millions d'euros de dons, que ce soit en financier, en nature ou en compétences, que cette réduction de l'IS, soit ramenée de 60 à 40%, soit une diminution de 30% de cet encouragement fiscal pour une entreprise à faire du mécénat. Et ça, cette annonce date de juin, début juillet, a été plus récemment confirmée dans un article aux Échos fin août, et est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, pour être ensuite adoptée dans le cadre du PLF 2020. Cela s'ajoute, cette réforme sur laquelle je reviendrai, s'ajoute à d'autres mesures qui ont pu être prises par le gouvernement. La dernière, qui date de 2018, consistait à une réforme plus générale, mais qui a un impact non négligeable sur les fondations, qui est celui de l'ISF. Donc le secteur a perdu plus de 150 millions d'euros de dons, soit près de 50% quasiment de la ressource des dons issus de l'ISF. Donc un impact majeur sur le secteur, qui se chiffre donc encore une fois à plus de 100 millions d'euros largement, auquel s'est ajoutée, cette mesure à laquelle s'est ajoutée une autre mesure plus technique, mais dont la portée est peut-être encore plus massive que les deux précédentes. C'est une réglementation relative à la nécessité de valoriser les contreparties reçues par une fondation ou par un mécène, par des bénéficiaires. Depuis 2019, l'entreprise mécène doit lister les partenaires qu'elle soutient et les contreparties qu'elle reçoit de ces partenaires, dans la logique de vérifier qu'il y a bien une disproportion marquée entre les dons effectués par le mécène, l'entreprise mécène, et les contreparties qu'elle reçoit, qu'elle peut éventuellement recevoir. Jusque-là, la valorisation de ces contreparties ne se faisait que lorsque ces contreparties avaient une valeur commerciale, marchande, claire. Étaient exclues de cette valorisation les contreparties dites symboliques ou d'images, où le bénéficiaire pouvait par exemple se cantonner de citer le nom de l'entreprise partenaire, pour des raisons évidentes de complexité technique et puis d'absence très fréquente de valeur de ce type de mention.
Le gouvernement, dans le cadre d'une instruction fiscale qui est maintenant publiée depuis août, exige désormais que l'entreprise mécène non seulement déclare la liste des contreparties reçues, mais y apporte une valorisation. Cette valorisation doit être donnée par le bénéficiaire du mécénat, donc qui produit la contrepartie, à l'entreprise. Donc déjà, vous noterez que l'entreprise doit déclarer une valeur, mais est tributaire de la valorisation et de la livraison de cette valorisation par l'association bénéficiaire. Si on se place du côté de l'association bénéficiaire, il est évident que, alors dans certains cas, pour certains bénéficiaires auxquels on peut parfois penser, des très grands acteurs culturels notamment, certaines de ces contreparties peuvent avoir une valeur très importante. Si on parle de places de billets, d'accès à des réservations de salles pour des lieux majeurs, des monuments majeurs parisiens ou en région. Donc là, il peut y avoir une valeur objective qui parfois peut être très importante. Dans la majorité des cas, les contreparties que peuvent offrir les associations bénéficiaires à leurs mécènes sont des contreparties d'une valorisation très hasardeuse et sans doute très limitée. Or, elles ont désormais l'obligation d'évaluer et de donner un chiffre pour la valeur de cette contrepartie, de toute contrepartie au premier euro. Donc, si vous êtes une association environnementale, vous faites une soirée de sensibilisation à l'environnement de la PME du coin qui vous soutient, il va falloir que vous sachiez quelle est la valeur de cette contrepartie que vous avez proposée à l'entreprise. L'entreprise risque une amende si elle a un contrôle fiscal et que la valorisation est jugée fausse. Une amende en sachant que la valorisation se ferait non pas par elle-même, mais par l'association. Et donc là, s'il y a une erreur de l'association, c'est l'entreprise qui peut éventuellement avoir une difficulté. Sans compter que pour l'association, comment valoriser une session de 2 heures de formation, peut-être fait par des bénévoles, peut-être pas, ou alors d'accueillir une réunion avec des entreprises en son sein. Évidemment, ça pose de très nombreuses questions techniques très simples, d'une part, et d'autre part, pour quelle finalité ? Les entreprises mécènes, les associations vont être des milliers à devoir faire cet exercice très complexe. Et à quoi ça va servir ? Ça va alimenter les services de l'État, et notamment de Bercy, en charge de ces suivis, sans qu'on ait la moindre idée de l'exploitation qu'il pourra en être fait, en sachant que nous ne voyons pas aujourd'hui comment les services de Bercy pourront vérifier la pertinence de ces valorisations dans un sens ou dans un autre. En sachant que même de manière objective et volontaire et bienveillante, si les associations se prêtent précisément à l'exercice, évidemment, il n'y a pas eu de mode d'emploi associé, et donc ça va être très compliqué pour tout le monde. Ça ajoute en fait surtout toutes ces mesures, et c'est là où je voulais en venir et peut-être en terminer, à un sentiment depuis 1 an et demi entre le secteur de l'intérêt général, le secteur de la philanthropie et celui des fondations en particulier, un sentiment d'incompréhension entre l'utilité des fondations, la reconnaissance de cette utilité par l'État, et toutes ces mesures successives qui expriment plutôt ou de la défiance, ou éventuellement pointer du doigt ces dispositifs, comme ça a été le cas lorsque certains parlementaires ont parlé, en parlant du mécénat d'entreprise, de niche fiscale pour les entreprises. Lorsque l'on regarde le sujet dans le détail, force est de constater que l'entreprise s'appauvrit, évidemment, par nature, et que contrairement aux niches fiscales habituelles comme le crédit impôt recherche, la dépense de base n'est faite sans relation avec l'activité économique de l'entreprise. Donc cette affirmation est évidemment fausse et on s'y oppose farouchement, tout comme le secrétaire d'État Gabriel Attal qui s'y oppose également. Néanmoins, ça exprime donc une certaine incompréhension, voire une défiance inédite entre le gouvernement actuel et le secteur de la philanthropie et des fondations. Pour autant, ce même gouvernement, en même temps, mobilise la générosité du public et des entreprises pour des événements majeurs du type reconstruction de Notre-Dame, mobilise le mécénat d'entreprise pour le financement de certaines parties du G7, mobilise dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les universités le mécénat des entreprises. Et donc je pense qu'il y a en fait une partie finalement de ces mesures qui sont poussées peut-être par des fins strictement budgétaires et peut-être pas par le gouvernement dans son ensemble. Et c'est pourquoi nous en avons appelé à l'ensemble des parlementaires dans le cadre de courrier qui est adressé à l'ensemble de ces parlementaires cette semaine, par l'ensemble des membres de la coordination générosité dont le CFF fait partie, pour leur signaler ces difficultés
et leur rappeler l'immense plus-value pour une société d'avoir un réseau dynamique de 5000 fonds et fondations qui, chaque année, financent à hauteur de près de 11 milliards d'euros des actions d'intérêt général sur l'ensemble des territoires, c'est bien le sujet d'aujourd'hui, et au profit des publics les plus défavorisés. Et que donc, face à cette chance, il serait malvenu que les seules mesures du gouvernement puissent venir restreindre les capacités d'action de ces fondations, voire en limiter directement les revenus. Donc voilà, c'était surtout cette question majeure et d'actualité dont je voulais vous parler. Sachez, et je tiens à disposition du rameau, le courrier type produit par la coordination générosité à destination des parlementaires pour leur signaler cet enjeu majeur, ainsi qu'un projet d'amendement visant à supprimer la réduction d'impôt, donc passant de 60 à 40% pour les entreprises. Et donc, ces éléments sont diffusés en masse par l'ensemble des membres de l'ensemble des coordinations de la générosité pour que les parlementaires puissent porter ce combat qui nous semble parfaitement justifié, en sachant encore une fois qu'il ne s'agit pas d'un enjeu lucratif, évidemment, par ces fondations, mais bien au contraire d'augmenter leur capacité d'action au profit de l'intérêt général et des publics les plus en difficulté. Voilà, donc peut-être si chacun des auditeurs de ce webinaire veulent se mobiliser, Charles Benoît aura à disposition ces 2 courriers pour les transmettre et je les envoie en terminant mon propos. Voilà, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup Jean-Marc. 2 points. D'abord, effectivement, l'importance, et vous l'avez dit et souligné, et je pense que c'est vraiment important de souligner cette reconnaissance du rôle des fondations. Ce sont des acteurs majeurs de l'intérêt général et effectivement, comment est-ce que finalement chacun prend en acte et j'allais dire valorise ce rôle, parce qu'il est toujours facile de dire que on a besoin d'acteurs qui jouent ce rôle de médiation, mais si finalement ils ne sont pas reconnus et valorisés pour l'action qu'ils mènent, eh bien quelque part on est un peu dans une certaine forme de contradiction dans cette logique-là. Le point positif néanmoins qu'on peut dans cet univers de questionnement souligner et rappeler, notamment à nos amis des territoires, parce que c'est un point quand même important, c'est que d'un point de vue fiscal, pour les TPE et PME, il y a eu un seuil qui est passé vous savez que pour le mécénat, c'était traditionnellement 0,5 pour 1000 du chiffre d'affaires, ce qui faisait en sorte que une entreprise d'1 million d'euros de chiffre d'affaires ne pouvait au maximum que défiscaliser à hauteur de 5 000 euros finalement sa contribution. Ce plafond, enfin, au-dessous de 10 000 euros, on est passé à un plafond, c'est-à-dire que quelque part, n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit peut au minimum défiscaliser 10 000 euros. Encore une fois, dans ces univers de questionnement et extrêmement structurants, cette nouvelle pour les territoires est importante parce qu'elle peut permettre de mobiliser, et notamment dans une dynamique collective de TPE-PME d'un territoire, finalement plus largement les acteurs de terrain. Et rappelons-nous que 96% des entreprises en France ont moins de 20 salariés, donc ça touche cette frange d'entreprises qui finalement peuvent peut-être être informés de cette nouvelle régulation dans cette logique-là. En tous les cas, effectivement, il est absolument essentiel de reconnaître la valeur que les fondations peuvent avoir. Et quand on regarde, par exemple, historiquement, le rôle qu'a pu avoir justement sur cet engagement des PME, une fondation comme la fondation Émergence à Lyon, qui a permis de regrouper une petite cinquantaine de PME, eh bien, on voit bien qu'effectivement, la fondation peut vraiment jouer ce rôle de réceptacle, de lieu de confiance, et qu'il est vraiment important de faire valoir cette logique-là. Élodie, pardon. Une dernière question. Sur la défiscalisation, est-ce que vous pouvez rappeler le seuil pour les TPME? Alors, donc, normalement, le seuil, c'est 0,5 pour 1000 du chiffre d'affaires, sauf pour les TPE-PME qui peuvent aller jusqu'à un seuil de 10 000 euros sans que cette limite du 0,5 pour 1000 ne soit affectée. Donc, très concrètement, les PME-TPE peuvent défiscaliser jusqu'à 10 000 euros, quel que soit leur chiffre d'affaires.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on propose donc de terminer le webinaire par, comme d'habitude, ce que vous pouvez trouver sur la plateforme Innovation Territoriale en Action. Donc, comme vous le disiez, Charles Benoît, en introduction, la plateforme, elle propose 7 pages dédiées aux besoins qui ont été identifiés. Et la question de l'impact des fondations est rattachée à la page Définir sa stratégie, puisque les fondations sont des acteurs extrêmement importants, on vient d'en parler, et qui peuvent aussi se questionner sur leur positionnement au sein de leur écosystème et se projeter. Donc, vous avez toute une série d'outils sur cette question. Comme chaque fois dans ces pages-là, elles sont organisées selon 3 blocs. Le premier, c'est que vous avez toute une série d'informations sur les enjeux pour définir sa stratégie. Ensuite, un deuxième bloc que l'on appelle s'approprier, où vous allez avoir des outils de diagnostic, des illustrations et des éléments de formation, notamment un module de e-learning. Et puis pour agir efficacement, vous allez avoir des liens, et notamment un lien vers un centre de ressources que la RAMO a mis à disposition avec le Centre français des fonds et fondations, qui est dédié aux fondations. Alors, ça, je vais vous en reparler 2 petites secondes après. Autre point également qui peut vous intéresser. De dire un petit mot, je dois quitter la séance. Oui. Je voulais juste vous remercier toutes et tous et vous dire que le CFF est à votre disposition pour toute question éventuelle en complément des échanges avec le RAMO et remercier l'équipe du RAMO à nouveau pour l'organisation de ce séminaire et de ce webinaire, pardon, et vous souhaiter une bonne poursuite de journée. Merci beaucoup, Jean-Marc. Au revoir, Jean-Marc. Pour terminer, donc des publications qui peuvent vous intéresser et qui sont en lien avec les évolutions de l'écosystème dont on a parlé précédemment. Charles Benoît en reparlait donc sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, à la fois les dossiers juristes-associations, mais également le référentiel dédié aux modèles socio-économiques qu'on a publié avec Juristes Associations et qui est disponible sur le site Calameo. Un rapport de recherche qu'on a publié sur les objectifs de développement durable et notamment comment agir pour les mettre en œuvre. Ça, c'est un rapport de recherche et sa synthèse qui sont accessibles sur notre site. Et ne pas oublier également la date du 5 novembre, puisqu'on va lancer une nouvelle publication sur l'évaluation partenariale en pratique, qui est une réédition de ce qu'on avait fait en 2015. Et ça va donner lieu à une matinée, le 5 novembre, donc matin, au tiers-lieu de GRDF qui s'appelle M95. Donc, si vous êtes intéressé, surtout ne pas hésiter à venir nous rejoindre. Et le dernier point, ce sont les outils numériques. Donc, sur les modèles socio-économiques, le MOOC que l'on a co-réalisé avec les SEC. Et ce que je vous disais, donc un centre de ressources qui est dédié aux fondations, Impact des fondations, qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'outils, notamment aux études que l'on avait menées en 2013 et 2017 sur les enjeux et pratiques des fondations. Et vous avez l'adresse juste là sur votre écran. Tout ça étant évidemment libre d'accès. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et puis bien sûr, comme d'habitude, une petite conclusion en disant que nous vous rappelons que nous sommes en phase bêta-test tout au long de l'année, à la fois sur cette plateforme, l'innovation territoriale en action, et sur les formats de ces webinaires. N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions et vos suggestions pour améliorer ces outils qui sont les vôtres et que l'on co-construit ensemble. N'oubliez pas non plus que nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre prochain sur la question du numérique, finalement, comment le numérique est un outil d'innovation territoriale. Et nous aurons pour notre part le plaisir de faire ce webinaire à partir de l'Occitanie, puisque nous serons en voyage d'études en Occitanie à cette occasion, et que donc c'est très bien pour parler de numérique que notre plateforme avec avec Amélie qui gère tout la technique soit à Paris, et que nous avec Elodie nous soyons en direct d'Occitanie pour notre prochain webinaire. Merci à tous d'y avoir contribué, et puis à très bientôt. Continuez à innover sur les territoires, plus que jamais nous en avons besoin. Merci.